Bonjour, bienvenue. C'est le jour où l'on parle des personas, donc avec cinq best practices que l'on va partager donc avec Diane. Aujourd'hui, c'est un grand sujet, 500 inscrits en fait, aujourd'hui 550 exactement, et je vois que l'audience monte. Bonjour à Euh, tous. alors, on va commencer tout de suite avec des présentations officielles. Diane, je te laisse la parole. Voilà, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Donc, très rapidement, voilà, j'ai travaillé pour des groupes comme Accor Hotel, Disneyland, où j'ai mis en place marketing client, CRM. Et voilà, disons que je, je maîtrise tous les aspects data, analytique, marketing client. Et aujourd'hui, je suis passée de l'autre côté de la barrière et avec Philippe, on travaille sur la combinaison entre ces stratégies relationnelles et les parcours. Voilà, donc Philippe Neveu. Alors, je vais ouvrir moi chez Disneyland, SFR, également Aéroport de Paris, sur les sujets de Customer Centricity, beaucoup les sujets en fait de transformation client. J'interviens donc sur l'expérience client, expert aussi des parcours, de la transformation des parcours, passionné par la pensée design également, et puis ambassadeur du design de service avec l'animation de la Meetup. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent du Meetup et qui nous ont rejoints en fait aujourd'hui sur Webikeo. Alors, question pratique, le support, on a souvent la question, le support est téléchargeable? Oui, il est téléchargeable. Il est téléchargeable en fait pendant la session et vous pouvez le télécharger en fait après également. Vous avez un petit module de chat sur votre droite qui permet de dialoguer, qu'on va utiliser incessamment sous peu pour échanger avec une première question avec vous. Petite question pour chauffer la salle, quel métier faites-vous pour voir un petit peu? Alors on a vu qu'il y a différentes entreprises, pas mal d'entreprises qui sont, là je supprime ça, qui sont présentes aujourd'hui, des petites, des grandes. Bonjour à tout le monde. Quel métier faites-vous? C'est toujours intéressant de faire un petit tour de raison et vous entraîner à utiliser le clavier pour les futures questions. Bonjour à Avec le tous ceux chat qui arrivent. à droite, je vois que l'audience monte. Bonjour aux retardataires. Mon écho, préambule. Attendez, si ça veut bien passer là. Attendez, que se passe-t-il? Qui sommes-nous? Alors, on va présenter différentes factories. En résumé, nous sommes sur des sujets en fait, de Customer Centricity qui nous tiennent à cœur. On était pas mal en entreprise, on a vu que c'était un vrai sujet qui était au cœur de pas mal de choses. On s'intéresse particulièrement à la stratégie de transformation client, la Customer Centricity, à l'expérience et au parcours client particulièrement, dont nous sommes férus, la posture et les référentiels de service. On est beaucoup sur toutes les méthodologies en fait, de design des futurs parcours clients et au sujet de digitalisation des parcours. On utilise aussi les méthodes de design de service et design thinking à différents effets, notamment l'expérience, les parcours et l'innovation. Et on s'intéresse beaucoup aux méthodes d'agilité et de change par le design, la pensée design. Alors j'ai un petit souci avec le passage de slide là. Hop là, utiliser une autre méthode. Qu'est-ce qu'on fait actuellement pour y arriver? On utilise en fait pas mal d'ateliers collaboratifs, qui est notre grand outil. On fait pas mal de team mentoring et de coaching d'équipes sans intervenir directement auprès de managers ou de dirigeants. On fait la formation action et également des séminaires, qui est un moyen aussi de sensibiliser l'ensemble des organisations en fait, à ces sujets-là. Nos clients sont assez variés, puisqu'on intervient autant dans la téléphonie, la banque, les mutuelles, le service. On est intervenu aussi sur des structures plus ou moins grandes et même des startups qu'on accompagne dans leur démarche. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? 3 thématiques. Persona, c'est quoi? Déjà, ça s'aligne en fait sur ce qu'est un persona.
pourquoi les utiliser en fait en 2022? La grande question qu'on a posée, apparemment qu'on a séduit un certain nombre. 5 clés de succès de l'humanisation grâce aux personas. C'est un vrai sujet de savoir est-ce que les personas nous servent aujourd'hui en fait dans un contexte d'automatisation où on est capable d'automatiser énormément de choses avec les plateformes DXP, les CRM, etc., etc. Et puis on va finir sur des exemples, évidemment, je pense que ça vous intéresse, de personas en B2B et B2C. Et je laisse la parole à Alors, Diane. trois chiffres qui doivent nous interpeller et qu'on a mis pour éclairer un peu notre propos de ce matin. Accenture nous dit que 48% des clients ont quitté un site web sans rien acheter en 2020 parce qu'ils trouvaient que le parcours était décevant. Voilà, donc c'est bien de développer le e-commerce, mais qu'est-ce qu'on fait pour capter le client et le garder jusqu'au bout du couloir d'achat? 74% des entreprises reconnaissent que c'est compliqué, que c'est difficile de fournir du contenu personnalisé pour convaincre, pour capter la clientèle, pour l'intéresser, la faire revenir. Donc ça, c'est Gartner qui dit ça. Et 90% attendent, donc 90% des clients attendent davantage d'humain dans la relation. Et ça, c'est OpinionWay, les échos Salesforce qui nous le disent. Alors, justement, l'humain, c'est ce dont on veut parler ce matin. Alors, je vois en fait la diversité des métiers, c'est assez impressionnant, la diversité des métiers que nous avons. Nous avons même donc des consultants marketing, nous avons pas mal de gens dans le CRM, le digital, et un concepteur de jardin. Bienvenue au concepteur de jardin, c'est assez inhabituel. Définition et des enseignants également, j'ai vu, au conduite du changement, social media manager, pas mal de diversité. Définition du persona. J'ai un petit problème pour passer les slides. Là. C'est paf, paf, paf. Attendez, je reviens parce que je n'arrive pas à passer les slides. Qu'est-ce que c'est qu'un persona? Un persona, c'est un personnage qui est fictif, qui repose sur une modélisation comportementale, mais qui va être la plus réelle possible, qui va représenter en fait un groupe de personnes. Alors on pense aux clients, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des utilisateurs, des usagers pour les services publics, il peut y avoir des distributeurs, ceux qu'on a choisis. Ils ont par contre une motivation, des modes d'action et des comportements qui sont homogènes. C'est ce qu'on va chercher dans le regroupement en fait, de ces portraits. C'est un portrait qui est basé sur des recherches en fait en amont. Alors on a vu, nous, beaucoup dans les entreprises, des personas qui sont faits comme ça dans les salles de réunion. C'est plutôt à éviter. Donc il y a des recherches en fait amont et on va voir en fait comment les construire. Il doit permettre ce persona de savoir qui sont ces personnes, qui est cette personne, comment il agit et surtout pourquoi il agit, puisque tout est dans le pourquoi il agit de telle ou telle manière. Dans le présent, évidemment, on va voir dans le futur. Les personas, à quoi ça sert en fait? Pour quelle démarche? On s'en sert en fait pour des démarches de Customer Experience, de CX, de parcours client et d'expérience client, de CRM évidemment, également pour des démarches en fait de design. Alors en UX, User Experience, donc en digital, design d'interface digitale. On s'en sert également pour l'innovation du design, donc nos amis designers qui sont présents pour l'innovation. Et on s'en sert plus globalement aussi pour faire de la customer, de la transformation en fait client, c'est-à-dire aligner toute une organisation sur la vision client pour que tout le monde ait une vision homogène au-delà des BU, au-delà des spécialités de chacun. Qu'est-ce qu'on trouve dans le portrait du persona? Dans le portrait du persona, un premier niveau, on verra en fait les autres niveaux, on trouve déjà un nom, une histoire, on va voir des exemples tout à l'heure, qui il est, hein, on va aller creuser en fait qui est cette personne, on va avoir un verbatim, on va avoir des caractéristiques clés, où il habite, est-ce qu'il est marié, etc., etc. Et puis on va voir ses motivations. Motivation à agir, à acheter, à utiliser, mais aussi à revenir en fait sur la marque. Ou ces non-motivations à venir en fait aussi chez nous. On va qualifier ses besoins. Que cherche-t-il à satisfaire? Donc c'est des besoins fondamentaux. On va qualifier également ses attitudes et ses comportements en termes d'achat, mais pas que.
attention sur le fait de se focaliser trop sur le parcours d'achat. Il y a tout l'usage en fait après l'achat. Quels sont ses critères? Quels critères en fait il utilise? Comment il se comporte? Notamment le comportement par rapport au digital, qui est une vraie question de bien qualifier comment il se comporte par rapport au digital. On va qualifier également dans ce persona les points de douleur, ces points d'effort, hein, qui est une vraie notion. Voilà, ces frustrations, il n'y a pas que les irritants clients. Il y a des points de douleur, et puis il peut y avoir aussi des raisons de départ. J'ai le soleil qui se lève. Bienvenue au soleil. Et il y a également les attentes. Ne pas oublier les attentes dans le présent et dans le futur proche. Pas que sur les offres, également sur les services et sur la nature des interactions que je souhaiterais avoir en fait avec une marque. Donc, toutes ces choses, on va les revoir en fait dans des exemples tout à l'heure. Ce sont des informations de premier niveau. On voit trop souvent des personas très peu nourris. Il faut nourrir, avoir de la profondeur, fiabiliser vos personas pour pouvoir les utiliser en fait derrière. Alors, pourquoi utiliser les personas et pourquoi les inscrire en 2022 dans notre stratégie? Alors là, on pourrait prendre la question à l'envers, c'est pourquoi finalement, est-ce qu'on pourrait s'en passer des personas au moment où, comme disait Philippe, on automatise beaucoup de choses, on utilise des moteurs de personnalisation, des algorithmes. Qu'est-ce qu'on fait? En quoi ces personas vont être utiles pour réhumaniser la relation avec les clients? Alors, ces personas, ils vont nous éviter 3 erreurs très courantes. La première chose, c'est que, comme on digitalise de plus en plus, naturellement, beaucoup de choses sont standardisées, automatisées, et donc le revers de la médaille, c'est qu'on peut arriver dans une sorte de digitalisation uniforme et un peu froide, hein, sans émotion, sans empathie. Et puis aussi, je vais avoir tendance, moi, comme en tant que marketeur ou UX designer, à faire comme pour moi-même, puisque je suis un client. Et donc, je vais introduire des biais cognitifs parce que je crois savoir qui est le client, ce qu'il pense. Ça arrive très souvent. Et c'est très fréquent, beaucoup plus fréquent. Et en plus, on ne s'en rend pas compte. Hein. Souvent parce que tout simplement, on connaît les clients, on connaît les études de stats, on a les clients en face, etc. Et donc, on pense qu'on a tout compris. Et aussi, quelque chose d'important, c'est que le client, c'est pas un client lambda, c'est pas un user lambda, c'est pas une moyenne de tous mes clients. Je prends pas tous mes profils clients, je secoue dans un shaker et je fais une moyenne. Et ça ne marche pas. Ça ne va pas donner ce qu'on appelle des insights clients vraiment structurants et déterminants. Alors, 2022, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Écoutez, après 2 ans de distanciation, après 2 ans de distanciation, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est se rapprocher de nos clients. On sait que la fréquentation magasin a baissé. Évidemment, toutes les enseignes ont développé le e-commerce. Si on regarde un groupe comme Fnac Darty, par exemple, maintenant, c'est plus de 1/4 des ventes qui sont faites en e-commerce, même avec le retour en magasin. Le e-commerce a dû augmenter de 30 ou 40% sur la période, donc c'est énorme. Donc, bien sûr, on a développé toutes ces expériences en ligne. La question, c'est comment on fait des expériences en ligne qui soient des expériences pleines et qui permettent vraiment d'animer la relation avec le client, de le garder. Donc, comme le face-à-face devient rare, il faut en faire un vrai moment d'exception, un moment où il se passe quelque chose d'important, de déterminant, qui va garder cet engagement entre la marque et le client. Et tout ce qui est sans contact doit s'humaniser. Donc, comment on met des ingrédients d'humanité dans le sans contact, dans tout ce qui se fait à distance, en laissant le choix toujours au client. Quand est-ce que c'est le bon moment pour lui? Quel est le bon canal? À quel point d'interaction lors du parcours? Et bien sûr, on sait très bien que animer le parcours du client, ça se joue à 2 niveaux. 2 niveaux, puisque nous avons tous 2 cerveaux, le gauche, le droit, et donc on a 2 dimensions, nos clients ont 2 dimensions. Les facteurs fonctionnels, rationnels, c'est-à-dire est-ce que le service, le produit que j'achète, est-ce que c'est conforme à la description, est-ce que ça fait ce que ça doit faire, pour parler un peu trivialement. Mais il y a aussi le côté émotionnel qui est absolument décisif dans les leviers d'engagement, dans la prise de décision. Donc nous, on
on a mis 3 verbes ici pour illustrer ces dimensions et comment on les fait vivre pour chaque persona, bien sûr, pas pour tous les personas en moyenne, mais pour chacun. Comment je facilite la vie, comment je personnalise et comment je réhumanise. Et tous ces éléments-là, vous comprenez bien comment on passe des salutations standards, même cordiales, hein, à vraiment une salutation personnalisée, avec un contenu, un message vraiment adressé à une personne en particulier, ou dans des métiers comme l'assurance, par exemple. Hein, comment je passe du niveau fonctionnel de je règle un sinistre à quelque chose de très humain quand un assuré a subi un sinistre grave. Comment je suis vraiment dans l'empathie, hein, comment je rentre en empathie avec lui. Et donc, vous voyez bien qu'il faut travailler impérativement ces 2 niveaux. Et ces 2 niveaux-là, pour chacun des personas. Ni trop personnel, ni trop impersonnel, ni trop proactif, ni trop tard, ni trop de conseils, ni pas assez de conseils. Et tout ça, ça se nuance, ça se décline pour chacun des personas. Ce qu'on a appris, juste pour conclure, hein, c'est qu'on peut avoir un excellent NPS et satisfaction client, indicateur, et souffrir en fait d'un manque d'empathie et de proximité. Paradoxalement, en fait, on a des cas, on a des cas en fait de clients qui sont dans ce cas-là. 5 clés de succès de l'humanisation en fait grâce aux personas. Nous sommes au cœur du sujet. Premier axe, c'est de maîtriser toutes les étapes de conception. Trop souvent, on voit des personas bâclés, sans profondeur, par manque de méthodologie. Un persona, ça ne se fait pas juste en salle de réunion, ce n'est pas la bonne méthode. Première étape, c'est ne pas oublier, n'oubliez pas la recherche et la compréhension en fait, de ces clients pour arriver à construire en fait, des personas qui soient profonds, fiables, efficients. La première étape va être la définition des objectifs. Pourquoi je souhaite faire des personas? Vous pouvez avoir 10 personnes dans la salle qui vont vous dire, en fait, sur une feuille blanche, si vous faites le test, 10 objectifs différents. Alignez-vous sur les objectifs. La deuxième étape va être la recherche et les entretiens. Nous sommes férus là d'aller chercher des vrais insights avec, on va le voir tout à l'heure, des méthodes en fait, d'entretien clients, non pas des focus group. On ne peut pas connaître en fait, ces clients par des focus group. On va avoir une phase de collecte d'informations, une collecte de données avec des clients là et des non-clients si on s'intéresse aussi à des prospects potentiels. Je passe rapidement, on a quasiment une formation d'une matinée sur ces sujets-là, mais cette phase 2 est très importante. Troisième phase, la phase de définition de mes personas et d'hypothèses. C'est-à-dire qu'on va faire des hypothèses à partir de sa phase de recherche et on va voir ce qui clive et ce qui ne clive pas, évaluer ce qui différencie. On va revenir là-dessus plus tard. Et on va commencer à tracer des groupements de personnes qui vont commencer à designer des personnages. La phase 4 va être une phase de co-construction. La co-construction, en fait, a le mérite d'aligner les organisations en fait, et les parties prenantes, qu'elles soient marketing, digital, CRM, etc., etc. On va designer ce qu'on appelle des proto-personas avec des hypothèses et on va construire en fait, par itération différentes scénarios possibles de personnes. Et puis, on va les valider, et on va les valider en fait dans la vraie vie, voir est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce que les commerciaux les reconnaissent, ces personnes, la persona qui s'appellent Sophie, Valérie, Bernard, etc. Est-ce qu'on les reconnaît? Très important, cette phase-là. Et la phase qui n'est pas la plus simple, pour un certain nombre d'organisations, ça va être de quantifier, de donner en fait une robustesse quantitative derrière. Il va y avoir une phase d'identification de quels sont les critères qualitatifs quantifiables que l'on va commencer à activer et on va ensuite faire une phase de collecte quanti avec des systèmes de questionnaires que l'on va attribuer, distribuer pour récupérer en fait de l'information ensuite et quantifier ces personas. Évidemment, ça va donner pour pas mal de clients, on va savoir qu'ils représentent plutôt 30%, plutôt 2%, et donc évidemment avoir un focus différent. Et puis d'ailleurs structure les personas quantitativement sur des taux de ceci, des taux de cela pour les rendre en fait plus robustes. La dernière phase est une phase de communication
En interne, c'est la phase de partage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit ces 4, 5 personas, on va communiquer en fait en interne, les partager de telle manière à aligner l'organisation sur cette vision unique de qui sont nos clients, qui sont nos prospects, qui sont nos utilisateurs en fait potentiels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer de répondre, alors peut-être pas au fil de l'eau, enfin si on peut, mais ou à la fin. Deuxième question, les grands sujets, distinguer persona et segmentation. Alors souvent cette question revient, mais est-ce que c'est pas la même chose qu'une segmentation? Et on voit des affirmatifs dans ce sens-là. Non, persona et segmentation sont deux démarches différentes. La segmentation, on part sur des données connues qui sont dans des bases, et on s'intéresse, il faut bien distinguer en fait les démarches purement quantitatives des démarches en fait qui sont qualitatives. Dans le quantitatif, on s'intéresse au combien il y en a. On fait ça par les systèmes d'enquête quanti. Et dans le persona, on s'intéresse au qualitatif et au pourquoi. Et on va utiliser en fait d'autres méthodes que l'on va voir maintenant. Bon, la petite flèche ne veut pas marcher. Voilà. Il y a différentes méthodes, bien sûr, pour être dans l'écoute active des clients. Je vous passe enquête de SAT, écoute la voix du client, écoutez aussi ce que les collaborateurs ont à vous dire, puisque eux, ils sont en frontline avec les clients, des méthodes d'observation in situ, etc. Mais nous, on aime beaucoup les entretiens empathiques, c'est-à-dire que dans le cadre d'une discussion vraiment individuelle dynamique que l'on a bien préparée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grille de questionnement, mais il y a aussi de la place pour que le client puisse s'exprimer sur des attentes qu'on n'aurait peut-être pas imaginées, sur des motivations, sur des freins. Donc, il y a beaucoup de verbatim. Et donc, c'est cette méthode qu'il nous semble falloir privilégier pour aller construire les personas. Alors, tout ça, ça nous donne, dans la base client, dans notre base de données, finalement, un enrichissement du portrait de nos clients, puisque grâce à la segmentation, on a eu des infos sur les achats, le profil socio-démo, les types de produits, enfin vraiment du comportemental constaté et du profil constaté. Et on vient enrichir ces informations-là avec donc du quali, c'est-à-dire quels sont les besoins, quels sont les modes de prise de décision, les attentes en termes d'accompagnement, les freins, par exemple, par rapport au prix ou par rapport au délai. Enfin, voilà. Donc, on peut qualifier ça et on va, bien entendu, une fois qu'on a déterminé les items importants pour comprendre les personas, eh bien, il va falloir créer les champs en base client, les champs pour recueillir ces informations et donc compléter la qualification des profils. Donc, on est vraiment dans une démarche qui vient enrichir la segmentation classique. Alors, le troisième sujet qu'il faut maîtriser en fait pour avoir des personas fiables et réhumaniser en fait la relation dans le contexte actuel, c'est comprendre les insights clients et les insights utilisateurs. Yann. Alors, entrer dans la logique des clients, justement, c'est ce qu'on veut faire, puisqu'on veut se rapprocher, donc on veut aller en profondeur, et c'est grâce notamment donc, à l'interprétation des verbatims dans ces entretiens individuels qu'on va pouvoir dégager des éléments clés de pourquoi ils font les choses. Qu'est-ce qui génère ce qu'on appelle les pains, les points de douleur, les irritants, les efforts qui sont considérés comme pas forcément normaux dans la relation, dans l'accès à un produit, un service, à une compensation. Qu'est-ce qui crée l'insatisfaction? À l'opposé, qu'est-ce qui va créer le sentiment de bénéfice, un bénéfice au-delà des attentes, quelque chose qui va réenchanter, redynamiser mon engagement. Et donc, comment on va formaliser, comment on va décrire en fait ces attentes qui sont donc parfois tout à fait explicites, mais qui sont aussi parfois implicites, qu'il faut donc aller chercher. D'où l'importance justement
de laisser la place dans le questionnement verbatim et de passer beaucoup de temps sur ces verbatims pour bien les interpréter et en tirer les éléments qui vont être pour nous des clés d'action. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, c'est très important parce que on a parlé en intro de dire est-ce que justement dans ces parcours de plus en plus digitaux, de plus en plus automatisés, comment et quand il faut remettre de l'humain. Donc tout l'enjeu, et grâce au persona, on va établir le bon mix, le bon équilibre entre les personas. Quel persona a besoin de plus de contact direct et à quel moment du parcours? Qu'est-ce qui est important pour lui? Quel est le moment clé dans son parcours? Voilà. Et ainsi, au long du parcours client, être capable de pousser les bonnes offres, les bons messages, les services qui vont bien, mais encore une fois, avec le bon dosage entre le contact direct et le push automatisé. Et donc, vous voyez que toute la question, parce qu'on ne peut pas mettre de l'humain partout, bien entendu, le digital offre des opportunités fantastiques pour multiplier les contacts et les pushs. Là, la question, c'est grâce au persona, on peut remiser sur l'humain au bon moment, c'est-à-dire quand ça crée de la valeur relationnelle, de la valeur pour le client, de la valeur pour l'entreprise. Alors, je veux qu'il y ait des questions. On va profiter pour répondre en fait à une question qui était posée sur les personas B2B. Point d'attention en fait en B2B, on tombe souvent sur cette problématique-là, qui est le fait que les directions commerciales sont parfois un peu réticentes à ce qu'on aille voir les clients pour bien comprendre, faire cette phase de recherche. C'est pas rare, c'est même assez récurrent. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut juste un moment faire comprendre en fait aux commerciaux, c'est que s'ils vont faire les interviews eux-mêmes, ça va moins bien fonctionner puisqu'ils vont moins libérer la parole. Qu'il va y avoir un focus en fait plus commercial. C'est arrivé très récemment, donc encore une fois, on a réussi à convaincre tout le monde, heureusement, et ça va donner des personas très peu consistants et très peu exploitables. Il y en a qui ont essayé. Le point d'attention en fait en B2B, c'est de bien valoriser que les personas vont avoir une véritable supériorité concurrentielle s'ils sont bien faits. Et pourquoi ils l'auront? C'est qu'on va comprendre pas simplement la dimension commerciale, l'interaction commerciale, mais l'ensemble du parcours sur toutes les dimensions relationnelles, le rapport au digital, le rapport à ma distribution de manière générale, le rapport à mes concurrents. Tout ça, en fait, on va le capter. Hein, et on ne va pas simplement capter un point de contact qui est le point de contact avec le commercial. Pour répondre à la question qui était posée, souvent on nous pose la question combien de personas faut-il? Attention, on a déjà vu des démarches où les entreprises se retrouvaient avec 9-10 personas, ce n'est pas gérable. Concrètement, ce n'est pas gérable. Il y a une complexité qui est amenée avec un nombre de personas trop fin. Parce qu'à un moment, ils finissent par se superposer. On ne sait plus si c'est un tel ou si c'est un tel. Et ça amène une complexité de parcours à gérer. Voilà. Commencer de manière progressive et on va arriver à répondre à la question sur la partie qui suit. N'hésitez pas à poser les questions. On va répondre à la fin. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. On ne les oublie pas. Quatrième point d'attention, les clés de succès sur les personas. On a essayé d'être synthétique en fait sur ce sujet-là. C'est d'identifier ce qui différencie les personas. Personae en latin, vous l'avez noté. Nous avons été le plus synthétique possible sur ce sujet et exposer le non-dit, c'est-à-dire montrer le capot. Sous le capot, qu'est-ce que nous avons? Deux méthodes. On a été sympa quand même de dire les méthodes en fait qui sont derrière. Deux méthodes. On a peut-être pas dû. Tous les consultants, vous pouvez quitter la salle. Les autres, vous pouvez rester. La première méthode, c'est la méthode en fait de multicritères qui n'est pas la plus simple. Donc, il s'agit d'identifier quels sont les critères qui vont dans la recherche en fait que l'on a faite, qui vont permettre de cliver en fait les personas, qui vont être différents en fonction des personas. Souvent, les critères sont les critères de motivation, de besoin, d'attitude, de comportement et
d'aptitudes par rapport au digital qui peuvent cliver très, très fortement. Ça peut être des comportements par rapport à ma distribution, ça peut être des comportements par rapport à mon mode de recherche, par rapport à mon mode d'usage, par rapport à mon mode d'interaction qui vont cliver en fait ces personnes. Ce n'est pas la méthode la plus simple car elle nécessite de l'itération. Une autre méthode qui est très efficace et qu'on peut faire aussi en atelier collaboratif, qui est la méthode en fait des axes clivants. On va prendre des axes et l'on va cliver le plus possible sur 2 axes. Et on va s'apercevoir en fait que ça va cliver donc des personas. C'est la méthode en fait des axes clivants. Toujours les mêmes natures de critères: motivation, besoin, attitude, comportement, aptitude par rapport au digital, qui vont nous permettre de cliver. Un exemple. Là aussi, on a été sympa. Pour une grosse assurance, alors sans rentrer dans le détail, mais on a clivé sur 2 dimensions, vous pourrez le comprendre. C'est pas ce qu'on a designé là, c'est pas les personas, c'est les conséquences des personas de manière très synthétique. On s'est aperçu après une trentaine d'entretiens que ce qui clivait le plus, c'était le fait que d'être en décision réfléchie et rationnelle, très rationnelle. Je vais comparer de l'information, etc., par rapport à les décisions en fait, qui est plus émotionnelle, quel est mon rapport à l'humain, quel est le conseiller, l'intimité que je vais avoir en fait avec de l'humain. L'autre axe, c'était est-ce que je suis autonome dans ma prise de décision, je compare, etc., mais je décide par moi-même, j'ai besoin de personne, certains se reconnaîtront, et puis à l'opposé, c'est j'ai besoin de conseils, moi j'ai besoin qu'on me conseille, j'ai besoin qu'on me dise entre ça et ça, c'est plutôt quoi, etc., etc. Ça nous donne en fait 4 personas qu'on ne peut pas décrire ici pour des raisons de confidentialité, mais des natures de parcours en termes de conséquences qui vont nous donner plutôt un parcours de quelqu'un d'autonome avec des infos factuelles, des experts, des preuves de ce qu'on dit, du parcours conseil avec des conseils, la possibilité de rendez-vous, un réseau spécialisé. Donnez-moi un réseau en fait en termes d'optique, d'oncologie, un parcours de quelqu'un d'assisté en bas, qui a besoin de conseils, qui est faiblement autonome, ou un parcours purement informatif pour quelqu'un qui est très autonome, avec potentiellement de l'auto-évaluation, de la gamification. Vous voyez que ces différents types de personas ne donnent pas évidemment les mêmes types de parcours ou d'expériences à construire pour l'avenir. Et pas les mêmes stratégies marketing client. Et pas les mêmes stratégies marketing, expérience client, innovation, quel que soit le sujet qui est sur la table. Et on va parler aussi de transformation digitale. Le gros mot, évidemment, c'est que derrière, ça nous amène à des transformations digitales ou des natures d'activation du digital ou de plans CRM ou autres qui ne sont pas les mêmes. Notre dernier sujet n'est pas des moindres. Co-construire des personnages fiables et puissants. Alors souvent, on a vu, à notre grand désespoir, qu'on dit, vous avez déjà fait des personas? Oui. Est-ce qu'on peut les avoir après signature de confidentialité? Et qu'on voit les personas, on se dit, c'est dommage. Parce que parfois, on ne peut pas en faire grand-chose. Qu'est-ce qui fiabilise les personas? Les consultants, vous pouvez sortir de la salle. Fiabilité des personas. Première chose, c'est évidemment la fiabilité de la recherche. Si vous n'avez pas fait de recherche amont, vous pouvez oublier vos personas, ils sont bons à jeter à la poubelle. Si vous avez fait des personas tout seul dans une salle de réunion, ça ne sert à rien. On vous le dit, vraiment, on n'a jamais vu des personas construits de cette manière-là qui avaient une fiabilité. Il faut faire de la recherche en amont, des entretiens, ce qu'on appelle des méthodes en fait, de discussion dynamique, mode très ouvert, pour en discuter pour ceux qui le veulent après. Ça va fiabiliser. Le bon critère, on nous pose souvent la question de combien d'entretiens, etc. Il faut. Le 20 est plutôt un minimum, en dessous, on a des difficultés à fiabiliser, parce que 20 entretiens pour fiabiliser, par exemple, 4 personas, ça fait, vous voyez, vous faites que le calcul divisé par 4, et c'est pas exactement ça le calcul. 5 entretiens pour fiabiliser un persona. On veut monter un petit peu. 30, on se sent un peu plus secure, on va dire. Et puis cette phase va nous permettre de fiabiliser évidemment le design du persona et de manière à bien cliver en fait nos personas de manière flat. Le deuxième critère de fiabilisation, évidemment, c'est fiabiliser les critères de quantification si on veut quantifier les rentrées dans une base, etc., etc. Ensuite, CRM, Salesforce ou autres, ou des plateformes en fait de XP.
fiabiliser les critères sur lesquels on a. Et Dieu sait qu'avec Diane, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec pas mal de marques et que c'est vraiment, on a passé beaucoup de temps là-dessus, sur la phase de collecte, ensuite de l'information, pour récupérer la bonne information, pour pouvoir les mettre ensuite dans des bases et créer des règles d'automatisation en fait, de qualification en fait, des bases clients. Donc ces deux phases-là sont très importantes pour réussir en fait, à automatiser derrière ce qui est automatisable sur une base humaine qui est évidemment très robuste. La petite flèche ne marche toujours pas. On passe très rapidement, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps sur développer ça. Attention, ce que l'on voit souvent, c'est des personnes qui s'occupent du parcours d'achat et d'autres personnes qui s'occupent en fait des parcours une fois qu'on est dans la vraie vie en fait, du client, une fois que, voilà, et dans l'usage. Attention, mettre tout le monde dans la même salle, unifier les personas dès le départ plutôt que d'essayer de réconcilier des choses irréconciliables. Hein, si au bureau numéro 12 et numéro 24, je n'ai pas les mêmes personas, évidemment, ça donne des problématiques de parcours derrière parce qu'on ne parle pas, vous ne parlez pas le même langage en fait au final. Ça ne veut pas cliquer. Alors. De même, hein, pour le B2B, bien entendu, ne pas oublier que notre interlocuteur, notre client, il est dans un écosystème. Donc, ça va rajouter encore un niveau hein, dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il a ses attentes personnelles, ses attentes professionnelles. Il a des habilitations à prendre des décisions plus ou moins de façon autonome. Et puis, il y a des logiques d'entreprise hein, qui font que vous allez pouvoir rentrer dans cette relation contractuelle ou pas. Voilà. Donc ça, c'est important de toujours se rappeler en B2B voilà, ces niveaux supplémentaires, ces niveaux complémentaires qui sont ceux de l'écosystème auquel on s'adresse. Et c'est ça qui fait l'efficacité hein, de la relation en B2B. Oui. Une petite question en fait au passage. Comment quantifier les personas sur les infos, les usages, les pens, puisqu'on était sur ce sujet-là. À savoir que sur la phase en fait, de quantification, évidemment, est une phase un peu délicate, puisque justement, il va falloir, quand on a clivé les personas et qu'on a déterminé les critères qui les différencient, réussir à savoir qu'est-ce qui, dans leur attitude, le comportement, les pens, etc., est quantifiable. C'est toute la question. Mais c'est pas si simple. Comment récupérer cette information lors d'une question extrêmement simple qui, de manière binaire ou autre, va nous permettre de toper ce critère qui va permettre de cliquer. Parfois, ce n'est pas un seul critère. C'est une série de critères dans le cheminement qui est parfois par ordre hiérarchique, va nous permettre de s'y répondre 1, 2 et 3 aux critères un tel et un tel dans la question 1, 2, 3. À ce moment-là, il appartient à telle personne. Vous voyez que c'est un petit peu subtil. Ce n'est pas juste un critère qui nous permet de dire s'il est tel ou tel persona. Et on pourra répondre en off plus précisément. Est-ce qu'il faut commencer par segmentation? Pardon. Oui, c'est la question que je regardais, Philippe. Une question intéressante. Est-ce qu'il faut commencer par d'abord la segmentation puis les personas ou l'inverse? Je dirais que souvent, on est de facto dans des approches où il y a déjà une segmentation plus ou moins fine, plus ou moins élaborée. Pour moi, on ne peut pas échapper à la segmentation, ne serait-ce que élémentaire hein, par rapport au comportement d'achat. Donc, on peut envisager les deux ensemble et les compléter et les implémenter de façon en même temps dans la base. C'est le plus facile, mais c'est rarement le cas. Hein. Très honnêtement, j'ai rarement vu que ça se passe dans cet ordre-là. Il n'y a pas de recette absolue. Par contre, il faut effectivement les réconcilier pour les rendre efficaces et exploitables. Alors, certains sont venus que pour ça, voir les exemples de personas. Exemple de persona. Alors, des exemples, hein, évidemment, il peut y avoir en fait différents modèles. Nous, on a notre modèle, c'est un modèle premier niveau. Alors, il faut savoir qu'il y a des croyances comme quoi un persona se résume en fait à juste une information sur une fiche, etc. Oui et non. C'est-à-dire que ça, c'est une synthèse
derrière ces personas que l'on construit, vous avez de la profondeur d'information. C'est-à-dire que vous avez un premier niveau, vous pouvez avoir en fait deuxième niveau. Donc, dans la communication en fait en interne, typiquement, on va faire une synthèse de ce qu'on a identifié, et puis on va avoir un deuxième niveau, on va avoir des personnages en fait beaucoup plus profonds qu'on ne montre pas, qui sont beaucoup plus nourris, alors qu'ils sont beaucoup moins jolis que ceux-là, sur lesquels en fait on a une robustesse d'information pour aller dire, à tel moment, dans le parcours, dans l'expérience, voilà ce que pense, ce que dit, ce que ressent, c'est le do, feel, think des Américains. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, n'oubliez pas la partie émotionnelle des personas. Persona B2B, persona B2C, on les a mis en fait en parallèle pour vous montrer en fait qu'il y a une même structure générale, mais des choses qui sont petites éclatées, petites éclatées orange, qui les différencient. On a parlé très brièvement, mais notamment, ce qui va nous intéresser en fait en B2B, c'est la responsabilité du persona. Ce n'est pas juste des titres, direction des achats, direction du marketing, etc. Ça peut être en fait un périmètre ou sa nature d'autonomie en fait dans son périmètre. C'est sa logique et sa logique d'achat parce que ça va préempter un certain nombre de choses en fait sur sa manière d'agir, en tout cas dans sa phase d'achat, mais aussi après. C'est aussi sa manière de décider des choses, comment il arbitre, comment il décide, spécifiquement en fait en B2B, sachant que, comme le disait Diane tout à l'heure, il est dans un écosystème, il est dans une entreprise. Donc il va falloir en fait comment il agit dans le cadre culturel de son entreprise. Et parfois on va prendre d'ailleurs en compte quand c'est de l'international, la culture du marché ou voire de l'organisation, ce qui crée beaucoup plus de complexité en fait en B2B. Parce qu'il va falloir arbitrer dans tous ces critères entre est-ce qu'il est décisionnaire, est-ce qu'il est gestionnaire, est-ce qu'il est utilisateur, etc. Ce sont des questions qui émergent dans un persona en fait B2B, qui est parfois beaucoup plus complexe en fait que de designer des personas en fait en B2C, malgré les croyances qu'ils peuvent avoir. Récemment, en B2B, nous avons distingué les personas sur les cultures de l'entreprise alors que les fonctions et responsabilités sont identiques. Un consultant qui est resté dans la salle. Je ne sais pas si on va répondre tout de suite aux questions des consultants. C'est vrai qu'on travaille aussi pour des boîtes de consulting, mais bon, bref. Est-ce que tu veux répondre à la question? Je prends la question. Alors, la culture de l'entreprise versus les fonctions et la responsabilité, oui, il se peut que ça soit le cas. Si vous êtes, par exemple, dans le cas, c'est qui pose la question? Alors, je croyais que celui-là s'appelait... C'est Jacques, c'est pas Stanislas. Stanislas qui nous a posé la question en off. Oui, c'est juste. Il s'avère que parfois les cultures d'entreprise, vous allez je sais pas, dans les cultures d'entreprise en Allemagne notamment, où peut-être, voilà, vous êtes chez BASF ou je sais pas quoi, c'est pas la même culture que la culture d'entreprise chez Sanofi. Ça, c'est vrai dans les groupes multisites, multimarchés, forcément, effectivement. Vous avez des filiales qui ont des origines différentes et qui se sont agrégées dans un groupe. Vous avez évidemment des cultures qui sont très différentes et qui parfois prennent le pas en fait sur les rôles et responsabilités, parce que voilà, les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Il y a une question aussi intéressante sur, c'est Amaury sur les prospects. Est-ce qu'on peut faire des personas ad hoc pour les prospects ou bien est-ce qu'on peut les assimiler en fait aux personas des clients? La question essentielle, c'est la qualification, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, quand on rentre en contact avec un prospect, de le qualifier suffisamment pour pouvoir le projeter comme un miroir en fait sur les personas qu'on connaît parmi ses clients. Donc si la réponse est oui, il faut plutôt procéder par analogie, je dirais. Si la réponse est non, et qu'il y a un grand vivier de prospects à travailler, ça vaut peut-être la peine d'essayer de créer 2 ou 3 personas parmi ces prospects. Voilà. Ça dépend des enjeux que vous avez, de la dimension de la prospection. Question de Valérie. Donc, une fois qu'on a défini les 4 ou 5 personas, il faut réinterroger toutes les bases clients pour classer les clients dans différentes catégories. Oui. Deux possibilités. Vous n'êtes pas obligé de quantifier. On a déjà travaillé, nous, sur des personas en fait, qui restent qualitatifs pour des grandes banques. Et on n'est pas rentré dans une phase de quantification. Pourquoi? Parce que rien que de faire les personas nous a permis de designer des parcours
de designer des parcours en fait avec de la transformation digitale en fait derrière. Si la volonté est de rentrer en fait dans une logique de communication, de CRM, de plateforme expérience client, etc., d'homogénéiser en fait tous les points de contact, il y a un moment effectivement il va falloir réconcilier ce que vous avez en base et la manière de communiquer pour pouvoir individualiser en fait la communication et les points de contact. Donc là oui, il faut requalifier et va falloir traiter effectivement vos bases clients pour savoir qui est qui dans la base et quel profil en fait avoir. Est-ce qu'il faut faire ceci ou cela en fonction du parcours ou du moment du parcours. Oui, effectivement, c'est Après, bien il y ça. a des stratégies de qualification qu'on va adapter en fonction des objectifs qu'on se donne, hein, mais soit on essaie de requalifier une partie de la base client existante, voilà. Soit on commence, on rentre dans un cercle vertueux et à chaque fois qu'on a un contact, on qualifie. Ouais. Donc ça se fait pas forcément en fait en une seule fois. Hein, c'est le processus de qualification. Stratégie de qualif, c'est jamais en une fois. Alors, différence entre le B2C et le B2B. Vous voyez, en fait, on vous a montré un B2C ici, un B2B là. Hein, les grandes cases, évidemment, qui sont très, très différentes en B2B. Alors, responsabilité avec la question de tout à l'heure de Jacques. Alors, tout ça est aménageable en fonction des problématiques. C'est pas figé, attention. Effectivement, la responsabilité, on peut le changer sur autre chose. Ça peut être la culture de l'entreprise. Effectivement, ça peut être aussi un mode décisionnaire, gestionnaire, utilisateur. En B2B, ça peut être ça. Ça peut être des fonctions. En fonction de la problématique, on va s'adapter. Faut pas croire que tout est figé. En fait, dans les personnes, certainement pas. D'où la difficulté, en fait, parfois en B2B de synthétiser en fait tout ça. Alors, 45 minutes. On va répondre aux autres questions. Quelles sont vos questions? On répond à celles auxquelles on n'a pas répondu. Combien de temps faut-il pour trouver les personas? Alors, c'est une bonne question. Alors, de trouver les personas, c'est-à-dire entre la phase du début, si on revient en fait au départ, la phase où on définit les objectifs, on fait la phase de recherche. Ensuite, donc la phase de recherche qui est quand même une phase d'entretien, de qualification, d'entretien, etc., qui peut passer en B2B par des commerciaux, hein, feu vert, des commerciaux, etc. C'est plus ou moins long. Mais pour identifier les personas, c'est rarement moins avec toute cette phase de recherche, d'identification, en fait, on va dire qu'on dépend plus en général de nos clients que de nous. On a souvent, nous, possibilité d'accélérer. Ce qui est dans le chemin critique, c'est quoi? C'est le fait de joindre les clients, de faire les entretiens. Et nous, on était disponible pendant les vacances. On a même fait ça pour un mois d'août pour attraper en fait des clients. Et on a réussi en fait à cliver l'ensemble des personas. En un mois et demi, on avait en fait l'ensemble de nos personas. Ça peut être entre, on va dire, le temps de faire quand même les questionnaires, de traiter en fait tous les entretiens, d'analyser les entretiens, etc. Il faut un mois et demi en fait au minimum. Oui. Enfin, n'oubliez des fois aller trop vite, c'est pas une bonne affaire Oui, parce que il faut quand même avoir le temps de mûrir. Vous voyez, il faut penser les questionnaires, ces entretiens avec individuels, et puis après il faut prendre le temps de rentrer dans la matière. Hein, et quand on rentre dans le verbatim, ça demande quand même un peu de temps. C'est une immersion, donc faut mûrir, faut partager ce qu'on a compris avec le tour de table. Voilà, donc vouloir aller trop vite, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je dirais bien qu'il faut quand même peut-être 3 mois en tout, hein, de bout en bout, 2 mois et demi, 3 mois pour voir quelque chose de bien compris par tout le monde et prêt à mettre en musique. Alors, petite question en B2B qui m'intéresse, savoir si c'est marié avec des enfants, c'est juste donner de la consistance. En fait, c'est rentrer en empathie avec un tel ou un tel, ça n'a pas d'importance. On a eu des débats avec une grande entreprise là-dessus. C'est des personnes qui étaient persuadées qu'il fallait savoir s'il avait un chien, si la boulangerie était à 100 mètres, etc. Non. Alors, les Américains aiment bien donner beaucoup de consistance en fait là-dessus. C'est juste pour donner de la consistance au personnage, dire bah voilà, un tel Bruno ou Sophie ou Thierry ont tel univers.
C'est juste donner de la consistance et rentrer en empathie, ça n'a que cette fonction-là. Par contre, il peut y avoir dedans des informations très très importantes, telles que son rapport à la technologie. Ça, c'est important de fiabiliser. Donc il y a des choses, voilà, c'est pas très important de savoir si effectivement il a. Par contre, ce qui est important, c'est est-ce qu'il est plutôt jeune ou plutôt ceci ou plutôt cela. Il y a une question importante de Maxime sur la déclinaison des personas en parcours. Est-ce qu'il faut travailler les personas séparément? Oui, oui, il faut se mettre dans les chaussures de chaque persona pour reprendre le parcours étape par étape, le point d'interaction précis, etc., les canaux, les attentes. Et puis après, alors, ce qui est important, c'est de peut-être pas forcément stratégique pour l'entreprise. Et comme disait Philippe, il ne faut pas en avoir 10. Hein. Donc, il faut mieux choisir 4 personas précis et travailler en profondeur les parcours. Et puis après, peut-être que par opportunité, on peut inclure un persona dans le parcours d'un autre persona. Mais il faut par contre être très clair sur pour qui on repense le parcours. Je remets ce slide-là, qui est la phase de constitution, en fait, sur laquelle en fait, arrivaient parfois certaines questions. Quand on a une base de données d'environ 20 millions d'abonnés B2C, le temps que ça prend pour élaborer des personas, la base de données et l'environnement pour échanger, comment faire pour des entretiens. Alors, il y a une grande différence, en fait, à savoir entre le quanti et le quali. Ce qu'on dit en fait en quanti, pour avoir en fait des bases fiabilisées, il y avait plusieurs questions autour de ça. C'est quelle base il faut. Il faut effectivement en quanti, il faut avec la méthode en fait de fiabilisation, parfois plus de 500, enfin 200 ou 300, etc. pour réussir en fait à quantifier avec un écart de qui2 machin, etc. qui soit fiabilisé. Après, ce sont des stats. Quand on est en fait sur du quali, pardon, on est sur une autre logique, c'est que ce qu'on dit avec 10 personnes, on peut avoir 100 insights. Pour avoir 10 insights en quanti, il nous faut 100 personnes. Le rapport est inversé. Ce qu'on réussit à saisir en fait avec du quali, avec très peu d'entretiens, 20 entretiens, c'est rien. Vous avez 20 millions, si vous avez 20 millions, avec 20, 30 entretiens, ce que vous allez avoir, c'est très rapidement apprendre des choses sur pas qui sont vos clients en termes de typologie quantifiable, c'est leur rapport à l'écosystème, leur rapport au digital, leur rapport en fait à la marque. Vous allez vous rendre compte de choses. On l'a fait en fait dans des secteurs sur lesquels on était des novices. En l'espace de 30 entretiens, on a appris des choses mais qui étaient fondamentales aux marques qu'ils n'avaient pas vues. C'était gravé quelque part, mais quand on le voit, que le client le crie, le dise, etc., qui a changé complètement leur stratégie. 20 à 30 entretiens. Et ce sont ce qu'on appelle en fait des insights. Donc après, il y a un processus pour répondre en fait à une autre question, de savoir qui on va interroger, qui est un processus en fait que l'on fait avec des matrices pour avoir des bons quotas, pour passer en fait à côté d'aucune représentativité. Il y a cette phase pour savoir qui on va interroger. Ce n'est pas au hasard. On va effectivement bien fiabiliser cette phase pour bien savoir qui on va interroger. Le plus on interroge, le plus on fiabilise en fait nos insights. Comment faire pour les entretiens ensuite après, bon, c'est un peu la mécanique, mais derrière, en fait, il y a une prise de contact qui se fait au préalable pour rester dans les quotas. Donc, il y a un processus de quotas qui est respecté, fiabilisé pour être sûr que on respecte en fait tous les quotas en fait en question. Là, je crois qu'on a fait le tour des questions, Philippe. Il me semble. Dans le cas où, Yannick, dans le cas où l'entreprise a déjà mis en place ses propres personas, une base de personas, et que nous arrivons par la suite, la mise à jour d'affiche persona doit commencer par quelle partie? Pas simple comme question. De ce qu'on comprend, en fait, vous avez déjà les personas, vous les actualisez. En fait, il n'y a pas. C'est pas à vous de savoir quelle partie va être actualisée, c'est de refaire le chemin. Et après, vous saurez quelle partie il faut actualiser, en fait. C'est plutôt repartir des clients. Sinon on tombe dans le biais. Voilà. Sinon, vous allez biaiser complètement. Si vous dites c'est ça qu'il faut actualiser, vous allez complètement biaiser votre truc. Repartez des clients
Et si ça se trouve, ça va remettre en cause une partie de vos personas parce que c'est pas cela qu'il vous faut. Vous n'avez pas vu quelque chose qui va changer la nature ou le clivage de vos personas. Oui, ou ça va peut-être pas changer, je sais pas si vous avez 5 personas, peut-être que ça va pas en changer 4, mais il y en a un qui va disparaître. Voilà. Alors, on ne Ouais. sait pas. Pas d'a priori. Existe-t-il des bases de personas? Non, il n'y a pas de base. Non, parce que les bases de personas, ça n'existe pas, puisque le propre, c'est que pour chaque entreprise, il y a ses personas. Alors, on peut retrouver des mêmes personas dans des industries, enfin, dans les mêmes secteurs. Parce que logiquement, ce qui clive, je sais pas, chez AXA ou ce qui clive chez MAF, a priori, on risque de trouver en fait les mêmes choses. Sauf que les clients qui s'en basent vont être plus ou moins proches de ceci, enfin du digital, de ceci, de l'humain, des valeurs de solidarité. C'est ça qui va faire la différence entre les marques. Mais il n'y a pas de base. Il faut vraiment construire ces personnages sur la base d'une recherche, une phase de recherche. Alors, ces entretiens sont faits comment? En ligne ou contact direct? Il faut du contact direct. Il faut de l'humain. Ce n'est pas un questionnaire en ligne. Il faut de l'humain. Oui, il faut de l'humain. Questionnaire en ligne, vous êtes proche en fait du quanti et ça, Ouais. vous avez très peu de profondeur, très peu de profondeur. Virginie, les commerciaux, je te fais moi ton persona car je connais mon client par cœur. Oui, On bah, connaît c'est ce bien. qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Virginie, on connaît bien. Donc toutes les personnes réunies en B2B présentes, etc. Appelez-nous après. Parce qu'il y a un moment, il y a un art et la manière de convaincre les commerciaux pour réussir en fait à avancer sur ces sujets-là. Ça peut bloquer effectivement. Il peut y avoir un vrai opposition en fait au persona ou aux démarches même d'expérience client. On a encore coaché des personnes en fait qui avaient du mal à avoir de la crédibilité, de la légitimité sur les logiques en fait d'expérience client, de parcours client. Parfois au niveau de la direction générale, parfois au niveau de des directions commerciales. On a quelques trucs pour réussir en fait à les convaincre qu'on vous donnera en off. Effectivement, on connaît bien Virginie, on connaît bien. À quelle fréquence faut-il les actualiser? Bonne question. Ça sera peut-être la dernière question auquel on répondra. Ce qu'on suppose, nous, c'est qu'une bonne fréquence, c'est 2 ans, il va falloir revalider. Voilà. Le Covid, par exemple, a bougé complètement la ligne des personas. On s'est aperçu que ça accentuait certains comportements, certaines attitudes. Donc, certains rapports en fait, aux besoins d'aide et de la proximité, etc., la transparence. Donc, dans des contextes mouvants, il se peut que ça soit qu'il y ait un besoin en fait, d'accélérer ces actualisations, on va dire 2 à 3 ans. Certains vous diront que c'est tous les ans, mais c'est assez peu réaliste. Sachant qu'aussi, évidemment, on prendra en compte la lecture des résultats d'efficacité de ce qu'on a mis en œuvre, comme nouveau parcours, nouveau programme relationnel. Et c'est ça qui va aussi nous dire si c'est pertinent, pas pertinent. C'est la lecture des résultats. Dernière question, combien ça coûte, Cécile? Cécile, on ne peut pas répondre à la question, malheureusement. On aimerait, mais c'est vraiment en fonction des sujets qu'on peut réussir à chiffrer, en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. La phase de recherche est à pas négliger. La phase de recherche, en fait, dans les budgets, qui est une phase de traitement de l'information, est pas négligeable. Après, le fait de designer ces personas va un peu plus vite. Enfin, il y a toute la phase de la quantification est encore un truc qui peut prendre du temps et ça dépend de la configuration des entreprises. Voilà, merci beaucoup d'avoir été présent. On a vu qu'il y avait beaucoup de participants, il y en aura encore pas mal en replay. Bonjour à tous ceux qui regardent en replay. On avait notre aussi. petite slide de conclusion, Philippe, avec nos... Oui, alors alors attends, nos oui, on va pas faire points. parce qu'on a répondu à beaucoup de questions. La phase de conclusion, attendez, j'enlève le... Voilà. Est-ce que c'est l'ergonomie? Qu'est-ce qu'on vous invite à retenir pour être... Pour tous ceux qui sont restés, tous les consultants sont partis maintenant. C'est bon, vous êtes là. Donc, nos personas, pourquoi on ne va pas s'en passer, et surtout pas en 2022, où on veut se rapprocher des clients, c'est qu'on va aligner les équipes, aligner l'entreprise et prioriser les projets qui vont porter de la valeur. Donc, 5 points.
personnalisation des parcours, mais de la vraie personnalisation, pas en moyenne, hein, pour chaque persona buyer et user. Le bon mix entre plus d'humain et du bon digital, bien fait. Voilà. Donc l'alignement, on l'a dit, on le redit, c'est fondamental sur les équipes, sur une vision client partagée, c'est-à-dire en back-office, en front-office, en conception, etc. Comment tout le monde regarde le client et lui parle de façon organisée, cohérente, pertinente. Et puis dans la gestion de projet, on sait bien qu'on a tous toujours 10 000 projets importants. Alors comment on supprime les chantiers qui n'ont pas d'impact réel sur l'expérience client et comment on se concentre sur les vrais beaux projets créateurs de valeur relationnelle et évidemment qui concernent les personas qui sont stratégiques pour l'entreprise. Voilà, avec quel persona, les 2-3 personas prioritaires, vous allez créer de la valeur en 2022 pour vos organisations. Voilà notre petit mot de la fin pour ce matin. C'est mot de la fin. Plein de commentaires positifs. Merci beaucoup. Super webinaire. Merci. Ce webinaire était top. Merci beaucoup. C'est très clair, c'est très concis. Merci, merci. Merci. Voilà. Merci à vous. Alors, l'URL, c'est differentfactory.com, waf. Differentfactory, tout attaché.com. Voilà, differentfactory.com. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. On a mis en fait à la fin du support téléchargeable notre mail de contact, notre numéro de téléphone pour ceux qui osent nous téléphoner. Voilà. C'est aussi possible. On vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt. Il y aura un autre webinaire dans un mois sur la cartographie des parcours, entre autres. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Ciao. Bye. Et à bientôt. À bientôt aussi à toutes les personnes qui vont regarder ce replay et télécharger le document. Et bonjour à tous les consultants aussi. Bye. Au revoir.